souhaiter la bienvenue au Festival de l'Histoire de l'Art. Cette rencontre qui est organisée par le Château de Fontainebleau avec l'Institut National d'Histoire de l'Art et qui depuis 12 ans organise des conférences, des rencontres, des tables rondes. Allez les voilà, bravo, vous avez réussi. Il y a encore une chaise de l'autre côté, donc vous pouvez vous installer tranquillement. Donc ça fait 12 ans que nous organisons ensemble cette manifestation qui est destinée à présenter la recherche en cours, la recherche de pointe à tous les publics et à réunir les historiennes et historiens de l'art de tout horizon, de tout profil pour des discussions dans ces lieux magiques au sein du château de Fontainebleau. Cette année, comme vous le savez, le thème c'est le climat et le pays invité, la Belgique. Et vous avez vu le programme qui vous invite à explorer ces deux thématiques, ou ce pays invité et la thématique. Aujourd'hui, dans ce Salon des Fleurs, nous avons une séance très excitante et aussi très engageante avec la participation des écoles françaises de l'étranger. Nous tenons aussi à remercier Joseph Balu qui nous a aidé à organiser cette rencontre avec des représentants des chercheurs de différentes écoles françaises à l'étranger, l'Institut français d'archéologie orientale, l'école française d'Extrême-Orient, la Casa Velasquez, l'école française de Rome, l'école française d'Athènes et également on a invité l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette. Alors tout d'abord, je tiens à remercier le réseau des écoles françaises à l'étranger de m'avoir invité pour être le médiateur de cette séance, qui je pense sera très riche. Le sujet est d'actualité, il est vraiment d'actualité dans les écoles d'architecture, car on réfléchit beaucoup à des solutions à l'égard des problèmes des changements climatiques. Et je pense que d'avoir un retour sur d'autres pays, sur d'autres cultures, à d'autres époques, c'est très riche. Et ça peut nous permettre de réfléchir, de pousser de nouvelles réflexions. Donc, sans plus attendre, je vais passer donc la parole à Elisa Nicou, qui va commencer à nous resituer un peu la question de l'anthropocène et l'évolution par rapport au sujet. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Elisa Nicou, préhistorienne à l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Je suis responsable de fouilles archéologiques portées par l'École française de Rome en Italie centrale. Donc je vais faire une brève introduction à cette table ronde des écoles françaises à l'étranger pour rappeler les grandes et les plus petites fluctuations climatiques que la Terre a connues, mais surtout que les sociétés humaines ont connues, et depuis la préhistoire. Je tâcherai de montrer comment nous autres préhistoriens, ou plus généralement archéologues, participons à l'étude de ces climats du passé. Donc j'ai choisi cette belle image de la NASA, prise depuis Apollo 8 en 1968, qui montre toute la beauté de la planète, mais aussi sa finitude et son grand isolement. Et c'est une image qui a beaucoup participé à l'éveil de la conscience écologique dans ces années-là. C'est sur ce petit vaisseau tout bleu lancé à pleine vitesse dans l'univers que depuis quelques millions d'années, les espèces humaines et leurs ancêtres ont réussi à évoluer dans une diversité de milieux. Homo sapiens, c'est-à-dire nous autres, est la première espèce à être présente sous toutes les latitudes, moyennant quelques évolutions génétiques et surtout une bonne dose d'ingénierie. Donc depuis la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, le climat a fluctué sur des périodes plus ou moins longues. On sait par exemple qu'au Jurassique, au temps des dinosaures, la température moyenne de la Terre était de plus 8 degrés par rapport à aujourd'hui en moyenne, et ce, sur des dizaines de millions d'années. Mais nous, on va s'intéresser donc à la dernière période géologique, c'est le Quaternaire, celle qui a connu le développement des espèces humaines. Et le Quaternaire, c'est l'aboutissement d'un refroidissement qui date d'il y a 50 millions d'années. C'est la période la plus froide que la Terre ait connue. Donc une des caractéristiques principales, c'est l'apparition de la lignée humaine avec Homo habilis, Homo erectus, les Homo heidelbergensis, que j'étudie personnellement un peu plus en détail, l'homme de Néandertal, l'Homo sapiens, c'est donc parmi les espèces les plus célèbres. Le Quaternaire, c'est aussi la mise en place de cycles climatiques glaciaires, interglaciaires, d'abord d'une durée de 50 000 ans, puis maintenant stabilisée autour de 100 000 ans, donc à partir de 2,5 millions d'années. Les périodes froides, glaciaires, durent en moyenne 80 000 ans, alors que les périodes
plus chaudes, tempérées, comme aujourd'hui, les interglaciaires sont beaucoup plus brefs, entre 15 et 20 000 ans. Donc on voit là sur l'échelle des temps géologiques du BRGM, du Bureau des recherches géologiques et minières, que ce quaternaire, on le divise entre Pléistocène et Holocène. Le Pléistocène, donc, ça regroupe l'ensemble de ces grands cycles climatiques sur 2,5 millions d'années, mais ça s'arrête quand même à la fin de la dernière période glaciaire, qu'on appelle le Würm dans les Alpes, le Vexélien dans le nord de l'Europe. La fin de cette dernière période glaciaire et donc le début du réchauffement climatique de l'interglaciaire, peut être daté donc vers 11 000 ans. Donc aujourd'hui, nous vivons à l'Holocène, donc qui est une sous-division extrêmement courte du quaternaire. Donc d'une façon générale et très générale, je prie les spécialistes de bien vouloir m'excuser de ces raccourcis, les populations de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique en Eurasie ont évolué durant le Pléistocène, donc jusque à la première partie de cet Holocène, quand apparaît et va se répandre partout dans le monde le néolithique, c'est-à-dire un mode de vie fondé sur l'agriculture, la domestication des animaux. Donc je passe l'hétérochronie selon les régions de cette néolithisation. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes tous, hormis peut-être les sentinelles des îles de l'océan Indien, les héritiers de cette néolithisation et vivons exclusivement dans des sociétés dites de production. Donc revenons un instant à ces cycles climatiques, en rappelant que ce sont d'abord les géologues alpins qui ont observé des dépôts laissés par les glaciers, des moraines, des gros blocs erratiques qui provenaient de montagnes parfois éloignées et qu'ils retrouvaient dans des endroits un peu incongrus, comme le fameux gros caillou de Lyon, qui est d'ailleurs classé monument historique, parce que c'est avec ces dépôts que les géologues ont compris que les glaciers avaient avancé et reculé et qu'il y a donc eu des fluctuations climatiques. Et donc ça, c'est pas vieux, on est au début du XXe siècle. Depuis, il y a eu les travaux fondateurs de Claude Lorius en Antarctique dans les années 50, les premiers carottages dans les glaces du pôle sud dans les années 60, ainsi qu'au Groenland, puis les carottages au fond des océans et un peu partout dans le monde, des carottages dans les lacs à la recherche de sédiments susceptibles de contenir des informations du passé, sur le climat du passé. Donc on va étudier par exemple l'oxygène contenu dans les petites bulles d'air des glaces, et on va calculer le ratio entre isotope 16 et 18 de l'oxygène, ce qui va donner une indication des températures de l'époque. On va faire la même chose sur les coquilles de foraminifères qu'on va trouver au fond des océans, et dans les lacs, on va notamment regarder les pollens de plantes qui donnent donc des indications sur la végétation du passé et indirectement donc sur le climat qui a engendré qui a permis cette végétation. Donc toutes ces données, elles sont souvent présentées sous forme de courbes. On a ici, pour les 400 000 dernières années, les courbes isotopiques de l'oxygène issues des carottes glaciaires et du fond des océans. Et donc on voit bien qu'un schéma se répète, et c'est ça qui va donc qu'on va définir comme étant cyclique. 400 000 ans, 4 cycles. Si l'on trace un trait depuis les températures actuelles, qu'on remonte le temps pour mieux comprendre, on comprendra mieux ce qui relève de périodes chaudes et de périodes froides. Et on voit très bien ici qu'il y a des pics chauds qui sont finalement très courts, très rapides, alors que les périodes dites froides sont beaucoup plus longues. Alors quand on parle de période glaciaire, il faut imaginer par exemple les glaciers des Alpes, de l'Isère et du Rhône qui vont aller justement jusqu'à Lyon. Et inversement, quand on est en période interglaciaire, on peut avoir des températures sensiblement identiques à celles d'aujourd'hui, mais aussi des périodes plus chaudes. Et on va avoir du macaque, de l'hippopotame, de l'éléphant ou du lion vers Paris, comme c'était le cas il y a 500 000 ans ou 350 000 ans. Donc il faut bien retenir que les populations humaines se sont développées essentiellement durant des périodes glaciaires. Les périodes interglaciaires, finalement, ce sont des espèces d'anomalies. Et tout ça a des implications dans notre développement biologique, puisque ça fait des millions d'années qu'on est plutôt habitué à des températures relativement basses.
Donc là où ça devient pertinent pour nous autres archéologues, historiens, architectes, c'est de saisir l'impact de ces fluctuations climatiques sur les populations. Et donc ça veut dire qu'on va s'intéresser au niveau local. Alors un changement de climat, ça se caractérise donc par des changements de végétation, par des ressources hydrographiques différentes, par des changements dans les ressources. Donc si on regarde par exemple cette courbe des fonds marins méditerranéens, on voit que, celle qui est en bleu, que les pics sont plus espacés, plus amples que par rapport au niveau global comme on voit en bas. En Méditerranée, par exemple, les périodes interglaciaires chaudes durent plus longtemps en moyenne qu'à d'autres latitudes. Il y a comme une inertie climatique liée à la Méditerranée. Alors, moi, je travaille sur les sociétés humaines du Pléistocène moyen. J'ai fouillé le site de Valle Giumentina en Italie centrale, dans les Abruzzes. Et Valle Giumentina, vous voyez cette longue coupe stratigraphique, c'est un véritable, ça constitue de véritables archives paléo-environnementales. Et pour une période comprise entre 600 000 ans et 400 000 ans. Donc en observant les sédiments, en comprenant comment ils se sont déposés, est-ce qu'ils ont été apportés par la rivière, est-ce que ce sont des argiles de décantation de fond de lac, est-ce qu'ils ont été poussés par le glacier comme ces gros blocs qu'on voit au sommet de la séquence. Avec ça, on reconstitue donc des phénomènes géologiques et du coup, on en déduit un petit peu les événements climatiques qui ont pu les engendrer. On cède également d'indices biologiques dont on va retrouver les traces. Il peut s'agir donc de petits coquillages ou de pollen, encore une fois, qui sont vraiment des marqueurs très très sensibles au changement d'environnement. Donc on a des espèces de coquillages, par exemple, qui ne vivent que dans un seul type d'arbre. Et donc voilà, on va pouvoir reconstituer les paysages du passé grâce à tous ces petits indices. À Valle Giumentina, on a reconnu comme ça 2,5 cycles climatiques enregistrés dans cette longue séquence. Et on a pu, par ailleurs, dater ces phénomènes grâce à la présence de cendres volcaniques dans les dépôts sédimentaires. Et avec des méthodes de datation qu'on appelle argon-argon, on peut remonter à l'éruption qui a créé les sédiments. Et donc on a là un chronomètre des événements géologiques et climatiques qui ont affecté le site. Grâce à ces datations, on va pouvoir même caler des événements, des petites fluctuations climatiques, mais parfois extrêmes, comme des événements très froids au sein d'une période interglaciaire. Durant les périodes de stabilité climatique, des sols se sont développés sur ce site de Valle Giumentina à plusieurs reprises, et à chaque fois on va retrouver donc les traces du passage de l'homme, puisque le milieu s'y prêtait avec le développement de la végétation, la présence des animaux. On va donc retrouver les traces de ce passage au travers des outils qu'ils ont pu abandonner sur le site lorsqu'ils sont venus faire la chasse et de la boucherie à Valle Giumentina. Et en étudiant la typologie, la technologie, la façon dont sont fabriqués ces outils, en regardant si on trouve les mêmes objets ailleurs et à quel moment on va reconstituer des déplacements de population, des migrations. Alors pour ces périodes, on a 500 000 ans à peu près, pour ces périodes on travaille sur des pas de temps assez larges, sur parfois des dizaines de milliers d'années. Alors, un exemple peut-être un des questionnements qu'on a sur nos périodes, c'est est-ce que les zones un peu au sud ont pu servir de refuge lorsqu'il faisait un peu trop froid au nord? On a par exemple là, à 450 000 ans, la calotte glaciaire du pôle Nord, l'Inland 6, qui descend, qui passe par-dessus toute la Scandinavie et descend jusqu'à Londres. Donc voilà, ça donnerait un peu, imaginez Londres il y a 450 000 ans, c'est sur la gauche, c'est un paysage qui n'était pas tout à fait approprié pour accueillir de grandes populations. Alors que pendant ce temps-là, à Valle Giumentina, comme on voit sur cette reconstitution, certes le paysage est assez sec, avec un paysage de steppe, mais l'humidité permet quand même la présence d'un lac et quand même un paysage un peu plus accueillant pour les populations. Pour les périodes plus récentes du Paléolithique, on a quelques exemples d'occupation en milieu glaciaire ou périglaciaire, au devant des glaciers, mais elles restent très marginales.
Alors ces fluctuations de durée variable, d'amplitude variable, que ce soit les grands cycles glaciaires, interglaciaires ou des événements plus rapides au cours de ces grandes périodes, donc il y en a toujours eu, et celle de l'Holocène, donc des 10 000 dernières années, commence à être bien connue. On sait aussi qu'elles peuvent être liées qu'à une région donnée et non pas être visibles à l'échelle globale sur toute la planète, contrairement à ces grands cycles. Au Paléolithique, l'adaptation aux nouvelles ressources disponibles, on va l'apercevoir notamment par de nouveaux outillages qui apparaissent. C'est le cas par exemple de l'invention de l'arc et des flèches, quand la forêt recouvre le nord de l'Europe et quand elle remplace les grandes plaines de steppe à bison. Donc, autre modalité d'adaptation, ce sont donc les déplacements de population. C'est ce qu'observent certains de mes collègues lors de phases d'aridité dans les derniers millénaires, que ce soit en Éthiopie, dans le bassin de l'Afar ou au Pérou, après les événements d'El Niño. Alors, pour se déplacer, il faut quand même un peu de temps, des territoires disponibles à occuper, et aussi il faut avoir l'habitude de se déplacer. On comprend bien que les enjeux actuels de la perte de territoire, qui est assez inexorable, du fait notamment de la montée des eaux générales, sont d'une toute autre portée. La démographie actuelle, la politique, l'organisation politique du monde, ça rend délicat tous ces déplacements, alors même que l'adaptation sur place n'est pas non plus permise. Donc les périodes historiques ont connu nombre de ces variations. Quand Hannibal traverse les Alpes dans un sens ou que Jules César conquiert la Gaule, le passage des Alpes est certainement facilité par l'absence de glaciers à basse altitude, puisqu'aujourd'hui des arbres sortent des glaciers qui fondent à vive allure. On retrouve aussi des vestiges archéologiques de plusieurs périodes historiques et proto-historiques qui sont relâchés par ces glaciers. Le Moyen-Âge a connu un optimum climatique également, comme en témoigne la charpente de Notre-Dame de Paris, qu'on dit constituée d'une forêt de chênes. L'époque moderne, elle, connaît une dégradation dite du petit âge glaciaire, quand la Tamise gelait, que la mer de glace atteignait Chamonix. Donc on voit ici que ces fluctuations sur la courbe, elles sont minimes finalement, elles ne sont même pas de l'ordre de 1 degré à l'échelle globale. Et pourtant, on voit qu'elles ont des impacts considérables sur la population. Donc aujourd'hui, nous sommes au sommet de la courbe. Depuis 50 ans, les températures montent sans discontinuer à l'échelle globale, du jamais vu depuis au moins 2000 ans. Donc là où ça pourrait peut-être devenir un peu anxiogène pour certains, c'est qu'on a bien compris depuis les travaux de Claude Lorius, le lien entre gaz à effet de serre et réchauffement climatique. Le CO2 et le méthane, là qu'on voit en bleu et en vert sur ces courbes, sont vraiment directement corrélés à la courbe des températures. Donc les gaz à effet de serre sont produits naturellement, même dans les périodes préhistoriques, lorsqu'il y a développement de la vie animale et végétale. Et on peut le voir aussi aujourd'hui quand, par exemple, le permafrost, ce sol normalement gelé en permanence, se fond et libère la matière organique et donc du méthane. Donc c'est comme ça qu'est né le concept d'anthropocène, de anthropos, l'homme, qui n'a pas de valeur géologique, mais qui met le doigt sur le fait que l'homme influe sur le climat. Ce qui n'était pas le cas donc au temps béni du Paléolithique. Certains font remonter le début de l'impact de l'homme sur le climat à la préhistoire, mais au néolithique, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à défricher allègrement les forêts, et on voit bien que dans les courbes issues de tous ces sédiments anciens, les courbes de CO2 et de méthane se multiplient de façon exponentielle à partir de l'âge des métaux, à l'Antiquité romaine, à la Révolution industrielle, jusqu'à aujourd'hui. Donc mes collègues vont vous donner quelques exemples d'adaptation historique des populations à des milieux contraignants, en particulier donc, dans des endroits et des périodes où la ressource en eau est extrêmement rare, mais quand il n'y a pas d'eau, heureusement, on a des idées, et ou inversement, des fois, quand la ressource en eau est omniprésente, si je ne m'abuse, comme à Kyoto. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Justement, dans des régions désertiques, on peut regarder des manières de s'adapter et aussi de vivre avec le climat. Je vous sens totalement, je passe la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter très rapidement. Donc, je suis géographe et géoarchéologue
Je travaille en fait, moi, sur l'évolution des relations entre société et environnement en zone désertique depuis 5 à 6 000 ans. C'est long, mais c'est seulement à cette échelle temporelle-là que je parviens en fait à saisir comment on a des changements dans les modalités d'adaptation au fil du temps et comment est-ce que finalement on a aussi une transformation profonde des déserts par les sociétés qui les ont peuplés. Je vais vous prendre ici l'exemple des déserts d'Égypte puisque c'est le pays sur lequel je travaille le plus, même si je travaille aussi dans d'autres régions désertiques et dans d'autres régions steppiques du monde qui me permettent en fait d'avoir des points de comparaison. Quelques points d'abord sur l'environnement dans la zone d'étude. Donc là, j'ai repris une carte des climats du Sahara. Ce qu'il faut y voir, c'est que très très vite dans le Sahara, on entre dans le domaine que l'on appelle le domaine de l'hyperaridité, ou d'abord de l'aridité puis de l'hyperaridité. En s'éloignant d'une centaine de kilomètres des côtes à 200 km grand maximum, on passe dans l'aridité puis dans l'hyperaridité, avec des pluies parfois suivant des saisonnalités, et parfois tellement peu souvent de pluie que l'on est bien incapable de dire si les pluies arrivent le plus fréquemment au printemps, en hiver ou à d'autres saisons, parce qu'en fait on n'a pas suffisamment de données dans les séries statistiques pour pouvoir qualifier le climat. Il est tellement sec qu'on n'arrive pas à le qualifier plus que cela. Le cas de l'Égypte est particulièrement extrême puisque 95% du territoire égyptien se situe en zone hyperaride et en fait il n'y a qu'une petite frange le long de la côte qui est dans le domaine de l'aridité. Pour autant, on peut se poser la question évidemment de l'évolution climatique pendant l'Holocène justement, dont vous a parlé Elisa à l'instant. On sait très bien, grâce aux méthodes que vous a présentées Elisa, qu'il y a eu des fluctuations là-bas aussi, comme elle vous l'a montré pour l'Europe. On a eu des fluctuations assez fortes, assez marquées, qui ne correspondent pas forcément toujours à des grands changements globaux, même si certaines de ces fluctuations correspondent à des changements qui ont touché le monde entier. D'autres correspondent plutôt à des effets locaux de changements globaux ou à des changements beaucoup plus macro-régionaux, on va dire simplement, tels que la redescente vers le sud des pluies de mousson, qui a progressivement supprimé les pluies d'été en particulier sur le sud du Sahara. On sait que le Sahara égyptien est à peu près aussi aride qu'actuellement depuis au moins 5000 ans, éventuellement 4500 ans, et j'aurais tendance maintenant, avec les recherches que je mène depuis un peu plus de 10 ans en Égypte, à dire même que cette dernière aridification est plus ancienne et qu'en réalité, ce que l'on a décrypté dans les données comme une aridification au 3e millénaire avant notre ère est le résultat d'une première désertification liée à une surexploitation des zones désertiques. Mais j'y reviendrai. Il n'y a pas que le climat qui compte pour comprendre ce qui se passe entre environnement et société en Égypte, il faut prendre en compte les eaux du sous-sol. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, on est dans l'un des plus grands systèmes aquifères artésiens du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un système aquifère artésien? C'est un système aquifère, donc de roches contenant de l'eau, dans lequel les conditions sont telles que l'eau peut remonter sous pression jusqu'à la surface du sol dans certains points. C'est très important parce que ça veut dire que même sans aucune pluie, on peut avoir de l'eau en abondance dans certains secteurs. J'ai un petit schéma qui vous explique comment fonctionne un système artésien. Donc l'eau est contenue dans une roche poreuse entre deux roches étanches, et donc si l'on supprime en dessous de ce que l'on appelle le niveau piézométrique, donc la surface que l'eau atteindrait naturellement par les lois de la physique si elle le pouvait, si on ouvre la couche du dessus qui est imperméable, et ben l'eau remonte jusqu'à atteindre cette surface. Donc elle remonte jusqu'à la surface topographique, voire elle jaillit. Ça a deux implications importantes. La première, c'est que ça permet d'avoir des points d'eau en hauteur. C'est ce que vous voyez sur la photographie d'en bas. En fait, cette butte, le sommet correspond au point de sortie d'un puits dans les années 60. Et donc, au fur et à mesure que l'eau monte, la végétation s'installe autour. Les sables apportés par le vent se déposent, et donc la bouche du puits monte de plus en plus haut. Tant que l'eau arrive à atteindre cette surface, on continue à avoir un système ascendant en permanence, et quelque chose d'assez extraordinaire en milieu aride, de l'eau en continu, et de l'eau qui permet d'irriguer par gravité sans avoir à s'embêter à utiliser des moyens de relevage. L'eau vient seule jusqu'à la surface et on a besoin de rien d'autre que de tracer des canaux pour l'attirer vers les plaines environnantes. L'autre conséquence, c'est qu'on ne peut pas arrêter le flux.
Et donc on se retrouve avec ce que vous pouvez voir en haut. Donc en bas c'est dans l'oasis de Rarga, dans le sud-ouest du désert libyque, et en haut c'est dans une zone de plus basse altitude, l'oasis de Siwa, dans le nord-ouest de l'Égypte. Et là vous voyez qu'en fait en drainant les eaux d'irrigation des oasis, on a la formation d'immenses lacs. Ce qui a des implications énormes, c'est qu'en fait ces eaux du sous-sol elles sont chargées en éléments minéraux, et qu'une fois qu'elles sont sous forme d'immenses lacs dans des zones extrêmement chaudes et extrêmement sèches, elles s'évaporent et elles forment des encroûtements salins. Et finalement, dans ce secteur-là du désert, ce n'est pas tant l'eau qui manque que les sols propres à la culture pour développer des jardins. Alors, une fois ces éléments de contexte posés, passons à quelques vues des déserts égyptiens. Entre la photographie du haut et la photographie du bas, et les deux photographies que vous avez de l'autre côté, l'image satellitaire d'une part et la photographie de l'oasis de l'autre, tout ça, ça se tient dans 5 km, dans le sud de l'oasis de Rarga. Donc on a la profusion d'un côté, grâce à ces eaux du sous-sol, et à côté, dès que l'on est au-dessus de l'altitude atteinte par les eaux, on voit une oasis entièrement desséchée sur la photographie du haut, et un grand glacier et une plaine complètement sec. À cet endroit-là, on peut faire plus de 2 km sans voir le moindre végétal. Mais tout ça se tient dans quelques kilomètres seulement, ce qui explique que ces oasis ont été en fait si importantes depuis au moins 5000 ans en Égypte et ont toujours focalisé l'attention, et qu'encore aujourd'hui, elles sont au cœur des politiques de développement agricole égyptien et des politiques démographiques égyptiennes, le gouvernement essayant d'envoyer des populations là-bas pour décharger la vallée du Nil et le delta. Alors, le désert, vous voyez bien que ça peut être très sec, ça peut sembler hostile, et pourtant, dans les déserts, il y a de très nombreuses ressources, et ces ressources, elles ont été exploitées depuis au moins la fin du néolithique et probablement déjà avant. Ce que vous pouvez voir sur l'image satellite où il y a un genre de grande dépression remplie d'eau, c'est la mine d'or actuelle de Sokhari, dans le désert oriental d'Égypte. Cette mine, aujourd'hui, elle couvre des hectares entiers, mais elle correspond à des secteurs exploités depuis 5 à 5500 ans pour l'or. Donc on a eu déjà à ces périodes-là, déjà dans des périodes relativement sèches, voire aussi sèches qu'aujourd'hui, une exploitation de l'or et des populations qui ont dû s'adapter ici. Les autres types de ressources exploitables, en zone désertique, il n'y a pas que les ressources minérales, donc ces ressources minérales, or, turquoise, cuivre, en Égypte c'est ça qui est le plus connu, mais également du verre, du verre en fait, naturel lié à des impacts météoritiques dans le désert occidental, tout ce que l'on retrouve finalement dans les tombes égyptiennes, comme métaux précieux ou presque, en dehors de l'argent, qui provient d'autres régions, provient des déserts égyptiens. Donc, les populations étaient souvent là. L'autre type de ressources auquel on pense beaucoup moins souvent, parce qu'il semble un peu paradoxal en zone désertique, c'est l'eau du sous-sol qui permet les oasis. Et vous pouvez voir ici un champ de luzerne dans une zone de reconquête récente sur un parcellaire d'époque romaine. Et les buttes que vous avez au fond correspondent aux parcellaires d'époque médiévale sur lesquels s'étaient déposés des sédiments avant un abandon, entraînant une érosion intense. Et donc on voit qu'on se réinstalle aux mêmes endroits au fil du temps. Ce que vous pouvez voir qui semble un peu informe tout en bas à ma droite, c'est une zone de charbonnage où en fait des tamaris et des acacias ont été brûlés pour produire du charbon parce que évidemment on a besoin de combustible et on a eu longtemps besoin de combustible et ces arbres désertiques finalement entre guillemets, ne manquaient à personne aux yeux des sédentaires de la vallée, ce qui n'est pas le cas pour les populations nomades qui vivaient sur place. Et le dernier type d'exploitation des végétaux, c'est ce que vous pouvez voir sur l'image satellitaire, où vous ne voyez plus aucun végétal, mais où vous voyez en fait un faisceau de sentiers correspondant en fait à des troupeaux, probablement d'ovins et de caprins, prospectant les versants à la recherche de végétation durant des périodes où ces versants étaient encore couverts de végétation, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, au niveau des formes d'adaptation, on a donc, là c'est de nouveau dans l'oasis de Rarga, quand on a de l'eau du sous-sol disponible, la mise en place de grands parcellaires et la mise en culture d'espaces qui peuvent être gigantesques. On a plusieurs centaines de kilomètres carrés qui ont été mis en culture à l'époque romaine, avec une politique volontariste, vraiment planifiée,
y compris dans des secteurs, comme vous pouvez le voir là, où il y a des dunes mobiles. C'est-à-dire que même le fait que des dunes puissent passer sur les champs n'a pas arrêté l'idée de la mise en culture, et qu'il y a eu probablement des mises en place de palissades de palmes ou de palissades de branches, simplement pour arrêter temporairement le sable et continuer à pouvoir cultiver. Donc vous avez ici cet ancien parcellaire fossilisé d'époque romaine, avec deux canaux qui se croisent, qui tiraient leur eau donc, de sources artésiennes, donc de puits tels que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il n'y a pas que les oasis qui permettent de vivre dans le désert, et comme je vous le disais, pour les ressources du sous-sol, on a eu une véritable volonté de retourner souvent dans le désert. Et ici, sur la photographie, vous pouvez voir au premier plan un immense puits, derrière un village et enfin le camp de fouilles de la mission archéologique française du désert oriental, qui est la mission que je dirige actuellement. Et ce village et ce puits, ils sont d'époque hellénistique. Ils sont, alors le village très précisément du IIIe siècle avant notre ère, le puits s'est encore affiné, mais on a cette installation-là, permanente, avec des travailleurs, des mineurs qui venaient chercher de l'or. On avait spontanément pensé initialement en arrivant sur ce site que comme dans d'autres sites du désert oriental, ce n'était qu'une population d'hommes. En fait, on a des femmes, des enfants. On retrouve régulièrement, le détail peut paraître un peu insignifiant, mais des poils de barbe, des cheveux coupés. Donc les gens restaient assez longtemps pour devoir se couper fréquemment les cheveux ou la barbe, et qu'on les retrouve aujourd'hui. On a même cette année un biberon en poterie qui a été trouvé, donc on a probablement eu une naissance à un moment dans le village. Donc des sédentaires ont pu vivre dans cette zone où il tombe actuellement moins de 5 mm par an en moyenne. Donc ça nous paraît complètement fou. En grande partie, en fait, grâce à une bonne connaissance des puits, et sur la carte à droite, vous pouvez voir l'ensemble des points d'eau recensés dans le désert oriental par le projet Desert Networks, qui est un projet auquel j'ai eu la chance de contribuer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on n'a finalement pas tant de puits que ça. De puits certains, on en a 68, parce que dans les zones désertiques, quand on pense point d'eau, on pense forcément puits en général. Sauf que les puits ne sont pas forcément les meilleurs points d'eau. Les puits sont bien pour les sédentaires qui ne connaissent pas le terrain. Parce que les puits sont fixes, parce qu'on est sûr d'y trouver de l'eau. Mais en dehors du cas particulier des oasis que je vous ai montré, il faut remonter l'eau. Ça prend énormément de temps. Imaginez abreuver une caravane de chameaux à l'aide d'un simple seau au bout d'une poulie et d'un puits où l'eau est à 25 mètres. C'est extrêmement long. J'avais pu faire le calcul grâce à des récits de voyageurs qu'il faut à peu près 48 heures pour une caravane d'une cinquantaine de chameaux. Pour un désert qu'on peut traverser en 4 jours. Ça pose problème. Donc, qu'est-ce qui compte en fait? Ce qui compte, c'est que la plupart de ce que j'ai mis en type inconnu, des 172 puits, sont soit des puits extrêmement temporaires, des zones où en fait on sait que l'on peut creuser le sable et trouver de l'eau à faible profondeur, et que l'on recreuse à chaque fois, soit ce que l'on appelle des kilates, caltes au singulier, qui sont en fait des points d'eau de surface. Alors je vais passer là parce que je l'ai mise dans mauvais ordre. Donc par exemple, ça c'est un exemple de calte. Donc c'est un point d'eau de surface en plein désert, toujours moins de 5 mm de précipitation annuelle moyenne. Là on avait plus de 4 mètres de profondeur. La photo est de 2022. La dernière pluie date de 2012, la dernière pluie significative. On a encore de l'eau et il y a des poissons-chats dans ce point d'eau. Alors, ces points d'eau-là, évidemment que pour les sédentaires, ils sont souvent moins intéressants parce qu'il faut les connaître, parce qu'ils sont plus isolés. Qui se sert de ces points d'eau? En fait, beaucoup plus souvent les nomades, qui ont une connaissance beaucoup plus fine de tout ce qui n'est pas bâti. Et les nomades, c'est l'autre grand mode d'adaptation. Soit on va maîtriser l'eau, contrôler le point et faire en sorte que toujours on trouve de l'eau au même endroit, soit on va se déplacer en fonction des secteurs où on trouve de l'eau, en fonction des moments, et se déplacer en fonction de la distribution des pâturages. Il y a une grande révolution pour ça en Égypte, dans le courant du 1er millénaire avant notre ère, c'est l'introduction des chameaux. Puisqu'avant cela, tous les transports se font avec des ânes, en tout cas dans les représentations que l'on en a, peut-être un peu plus au sud avec des bovidés, puisque là on a des parallèles ethnographiques, même si on n'a pas de preuves absolues.
et des mouvements forcément plus courts, parce que le chameau a beaucoup plus d'autonomie sans se nourrir et sans boire que les autres animaux, et donc finalement l'introduction de cette espèce, probablement depuis la péninsule arabique ou le Proche-Orient, mais il semblerait qu'il puisse être passé par le Soudan en fait, l'introduction de cette espèce a été l'une des façons de s'adapter pour augmenter la surface des déplacements. Et enfin, je vais terminer sur quelque chose d'un petit peu surprenant. Quand on pense aux nomades, spontanément, on pense à de l'élevage, on pense à des gens qui se déplacent tout le temps. Et quand on pense à un désert, on en pense à l'agriculture que dans les oasis. Et pourtant, les nomades du nord du désert oriental, encore aujourd'hui, et mes travaux de cette année ont pu montrer que ça avait au moins plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires d'existence, dévient l'eau des cours d'eau temporaires lorsqu'il y a des pluies suffisamment fortes vers de petites dépressions bordières, et qu'ils arrivent de cette manière à cultiver. Et donc là, vous avez un araire qui reste caché au bord d'un champ en attendant la prochaine pluie. Lorsqu'il pleut, les nomades locaux creusent les sillons, plantent, sèment et espèrent que cela donnera des résultats. Et en 2012, ils ont réussi à avoir de l'orge sur plusieurs parcelles. Merci de votre attention. Merci infiniment pour cette présentation. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Hélène Vuanser, qui va nous parler d'un autre milieu, d'un autre lieu assez complexe, qui est en Crète, qui est une pente assez aride, c'est le site de Lato, et qui a été occupée en fait entre la période archaïde et hellénistique. Et elle va nous expliquer comment on a pu occuper ce lieu complexe. Je vais lui passer la parole tout de suite. Bien, je vous remercie. Je suis Hélène Vuanser, je suis maître de conférence à l'université Lumière Lyon 2 en archéologie grecque et je représente ici l'école française d'Athènes. Je vais vous parler d'un site sur lequel j'ai travaillé dans les années 2000 en arrivant à l'école et qui est une cité et une ville assez méconnue encore et un peu hors des sentiers touristiques, en tout cas qui est la ville de Lato. Alors, c'est une ville hellénistique, donc vous avez ici une vue, je vous en montrerai évidemment plusieurs. C'est une ville de Crète qui est située dans un point de passage obligé entre la Crète centrale et la Crète orientale, donc on est à peu près dans cette zone au pied du massif du Lassiti. Ici on se rapproche, elle est en surplomb du village moderne ici de Kritsia que je vous montre sur la carte. Donc dans ce point de passage, le seul possible entre la Crète centrale et la Crète orientale, dominant la route qui menait de Dréros à Istrone et dans un site qu'on appelle le massif du Nirembello, qui porte beaucoup de sites archéologiques présents au moins depuis la plus haute époque archaïque. C'est un site qui présente déjà géographiquement un certain nombre de traits tout à fait remarquables. Vous en avez ici une vue générale depuis l'est, où vous avez justement au fond la présence du massif du Lassiti qui domine l'ensemble. C'est un site de moyenne montagne qui s'étage entre 600 et 700 mètres d'altitude, qui est constitué de deux acropoles. On connaît assez bien dans les villes antiques grecques en particulier l'existence de l'acropole, la ville haute et la ville basse qui est occupée par l'agora. Ici, on n'a pas une seule acropole, mais deux acropoles sur lesquelles s'étagent les quartiers d'habitation avec un enseignement au milieu qui va porter notamment les constructions publiques. Donc ici, vous avez une vue depuis l'ouest cette fois, l'acropole nord, où on a déjà tout un ensemble de quartiers d'habitation qui s'étagent sur des pentes très fortes, j'y reviendrai. L'acropole sud, avec sur les flancs la présence d'un temple, et puis dans l'enseignement qui est au milieu, l'existence de l'agora, dont je vous montrerai une photo plus tard. Au fond, vous voyez, c'est la mer, la ville d'Aios Nikolaos, qui recouvre une autre Lato, la Lato Proskamara, qui va se développer au milieu de l'époque hellénistique. J'y reviendrai là aussi tout à l'heure. Alors, c'est une ville, un site archéologique qui, lorsqu'on arpente ces pentes, semble tout à fait peu propice à l'établissement d'une communauté importante et d'une communauté pérenne. Pourtant,
C'est une ville qui est occupée au moins depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ et qui connaît sa période d'expansion maximum à l'époque classique et jusqu'au cœur de l'époque hellénistique, puisque la ville est occupée jusqu'à la fin du 3e, début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Elle nous semble également très peu propice lorsqu'on la rencontre pour les premières fois, d'abord parce qu'elle est montagneuse, mais là ce n'est pas du tout le seul site en Crète où il faut pas mal transpirer pour arriver au sommet des Acropoles. Donc elle est dans un site de moyenne montagne, elle est apparemment isolée d'un terroir agricole qui est situé dans la plaine de la Laconia qu'on trouve notamment au nord de l'Atto. Elle est éloignée de la mer et elle est obligée de composer avec un environnement qui est complètement dépourvu de sources, pas de source d'eau vive à proximité, et un environnement qui est extrêmement pentu et donc extrêmement contraignant pour la construction et l'implantation du bâti. Néanmoins, on a d'ailleurs appelé ça souvent des sites de refuge, on est revenu aujourd'hui sur cette appellation, mais en tout cas c'est un site qui présente un système de défense naturelle qui évite d'avoir à construire de très hauts remparts, parce que dans la situation de l'Atto telle qu'elle est située dans le paysage, elle permet à la fois le contrôle des voies d'accès, le contrôle de l'environnement, et le site est marqué par des ruptures de pente et des falaises très importantes, qui sont en elles-mêmes des points de rupture qui empêchent l'invasion de la ville. Alors c'est également une ville qui est organisée autour d'un phénomène géomorphologique qui est dû aux dépressions karstiques, donc ces formes de dépressions calcaires qu'on appelle des dolines, et le centre-ville de l'Atto est marqué ici par la présence d'une doline totalement effondrée qui affecte une forme de cône relativement profond et qui a longtemps été appelé le cratère de l'Atto, générant d'ailleurs la confusion avec le phénomène volcanique qui est pourtant absent ici de cette zone. Alors ces phénomènes géomorphologiques ont été très bien identifiés dans les années 2000 et a permis justement de comprendre comment l'Atto s'était organisée et comment en particulier elle avait choisi ce site construit sur tout un réseau de dolines. Elle est située également dans une région très riche en sites archéologiques et elle constitue, de ce point de vue, dans le massif du Mirombello, un jalon important dans l'histoire régionale des implantations humaines en Crète. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est une ville d'époque classique et hellénistique, probablement déjà occupée depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, et c'est sans doute la ville la mieux conservée de cette époque. Vous avez ici sous les yeux le plan qui a été établi et publié par Joseph de Marne en 1901. Donc vous remarquez que la date est extrêmement précoce, c'est, on pourrait dire, la première ville entière qu'on connaît sans fouille et dont on fait le relevé in extenso à partir de 1899. Donc avec des moyens, probablement ceux de l'armée, de la marine, d'un topographe de la marine, qui ont aidé Joseph de Marne dans ses travaux. Néanmoins, par rapport aux photographies que je vous ai montrées tout à l'heure, il manque évidemment sur ce plan tout un réseau d'informations essentielles qui sont les courbes de niveau, puisqu'ici on aurait l'impression que la ville est entièrement plate, alors que sur le terrain, il n'en est rien. Alors en tout cas, c'est une ville qui témoigne de persistance, de traditions constructives particulièrement sensibles en Crète. Ça, c'est une caractéristique de la Crète, qui maintient des traditions de construction, de production, céramique par exemple, pendant des siècles et des siècles, et qui en même temps sont particulièrement adaptées aux contraintes topographiques et climatiques du lieu. Alors depuis ces études globales menées par Joseph de Marne, on a repris le dossier dans le cadre de l'École française d'Athènes avec une équipe pluridisciplinaire, archéologues, topographes, mais aussi géomorphologues, qui nous ont permis de sortir en quelque sorte de la ville, de comprendre son implantation dans son environnement et de comprendre aussi comment elle avait géré et optimisé ses ressources. Alors, nous avons notamment dans cette étude essayé de caler le plan de Joseph de Marne sur la carte au 5 millième, ça marche à peu près, pas toujours, il y a évidemment des effets de déformation qui sont dus à la manière dont on a procédé au relevé à la fin du 19e siècle, mais vous voyez en particulier tous ces phénomènes de fractures, de ruptures de pente, presque de falaises qui interdisaient évidemment l'accès à certains points de l'Atto
qui n'avait qu'un seul accès, ici, par le chemin que je vous montrerai tout à l'heure, et qui est toujours très bien conservé, notamment parce qu'il a été entretenu à l'époque ottomane. Nous avons également fait un certain nombre de coupes topographiques, de plus d'1 kilomètre de long, pour cerner l'implantation de la ville, voir à partir de quand on commençait à partir de quelle hauteur on commençait à construire, ce qui nous a permis aussi de voir que la construction d'un certain nombre d'éléments, comme les citernes, certains édifices, avait permis de dégager le matériau local qui avait servi à la construction. Et enfin, nous avons pu gérer et voir comment s'organiser les quartiers, dont vous avez ici un schéma un peu synthétique et adapté au plan. Alors, ces nouvelles études ont aussi permis d'identifier les phénomènes géomorphologiques à l'œuvre dans le site et surtout de dévoiler toutes les stratégies de contournement des contraintes topographiques mises en œuvre par les habitants de l'Atto et qui témoignent du fait que dans l'Antiquité, et c'est ce que Maëlle montrait aussi bien sûr tout à l'heure, les sociétés anciennes ont su s'adapter aux contraintes topographiques parce qu'ils avaient une connaissance extrêmement fine de leur environnement et une capacité d'observation des phénomènes naturels qui en faisaient évidemment la richesse. Alors, premier élément, je vous ai parlé des dolines tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'à proximité immédiate de l'Atto, se développait un réseau de 5 dolines, plus ou moins effondrées. Ici, vous avez une doline encore relativement récente, qui a justement encore son sol. Donc ça fait un petit peu comme des cirques entourés de montagnes, qui sont en plus protégés du chemin d'accès, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas de l'extérieur quand on est sur la route entre Crète orientale et Crète centrale. On ne les voit pas, on ne les connaît que quand on connaît le territoire, qu'on l'arpente et qu'on les découvre au fur et à mesure de ses promenades. Alors comme vous le voyez, cette doline est encore relativement bien circulaire, elle est toujours en culture, vous avez ici des oliviers qui sont placés de manière régulière, et quand on avait étudié l'ensemble, des travaux étaient en cours justement pour planter des oliviers, donc on creuse des trous assez profonds avec des petits godets, et là, le godet avait arraché un morceau de mur tout à fait antique, qui avait des figurines minoennes, en veux-tu, en voilà, un peu partout, et probablement des traces d'irrigation. Et là, l'eau affleure, en tout cas, est à une distance très peu profonde, puisque l'eau apparaissait à moins d'1 mètre de profondeur, ce qui évidemment rend les choses tout à fait propices à la culture et des oliviers et éventuellement des céréales. En revanche, dans les dolines qui sont, là vous en avez une autre, qui ressemble à s'y méprendre à la précédente, vous en avez une autre encore plus ouverte, où il y avait beaucoup d'osiers, et puis sur les pentes les plus abruptes, on ne le voit pas forcément très bien sur les photos, mais sur les pentes les plus abruptes, on pratique la culture en terrasse, c'est-à-dire qu'on construit un certain nombre de murs, la végétation est très abondante et très peu sympathique d'ailleurs à l'Atto, et on construit des terrasses de culture qui étaient mises en culture jusqu'encore dans les années 80. Donc tout ce terroir était sur les pentes les plus abruptes encore utilisé relativement récemment, notamment pour les amandiers. Alors dans les années 80, les amandiers ont eu une maladie qui les a décimés et ce qui a provoqué l'abandon de ce type de culture. Donc on voit très bien que les sociétés anciennes ici de l'Atto fondaient leur connaissance sur l'observation du territoire, leur connaissance très fine de l'environnement et qui permettait d'exploiter de ressources invisibles à celui qui ne connaît pas l'endroit. Par ailleurs, c'est également un site qui est naturellement protégé au cœur des réseaux de circulation. Ici, vous avez une photo justement de cet antique chemin d'accès qu'on nomme aujourd'hui Caldérine, d'un mot turc passé dans la langue grecque, et qui a été soigneusement entretenu avec ces systèmes de pas d'âne, des marches très peu élevées qui permettent aux animaux de monter sans encombre et sans glisser. Donc on est ici dans un système de fortification, disons, naturelle, qui a été doublé de construction à des endroits très précis, en particulier à l'entrée principale de la ville, et qui montre que la communauté de l'Atto, ici, optimise des contraintes topographiques dans un but de protection de la communauté. On raisonne véritablement ici à l'échelle de la communauté, j'y reviendrai, cette solidarité communautaire et d'un pouvoir centralisé qui s'exerce dans une cité particulière.
Alors, c'est aussi une ville qui correspond dans son implantation à un modèle économique précis, un modèle économique qui est celui des sociétés archaïques et classiques du début de l'époque hellénistique, c'est-à-dire des sociétés qui tirent leur richesse essentiellement de l'exploitation agricole, de l'exploitation foncière, et qui fait... c'est cette exploitation agricole qui fait la richesse de la communauté. En revanche, à la fin du 3e, début du 2e siècle avant Jésus-Christ, le modèle économique change radicalement. C'est-à-dire que la richesse n'est désormais plus tirée de l'exploitation agricole, mais elle sera désormais tirée du commerce et donc de l'ouverture vers la mer. C'est ce qui explique pourquoi la ville de Lato est abandonnée à la fin du 3e, début du 2e siècle. Les habitants abandonnent volontairement la ville, il y a très peu de matériel laissé en place, et ils abandonnent la ville haute, la ville des montagnes, pour s'établir au bord de la mer, dans une Lato dite Pros Camara, au bord de mer, et qui correspond actuellement à Agios Nikolaos. Alors, l'espace le plus favorable se retrouve ici, sur cette rue particulière, presque intégralement taillée dans le rocher, qui permet d'ouvrir sur la gauche vers l'ensemble du système de terrasses où s'organisent les quartiers d'habitation. Et au sommet, là où vous avez le grand arbre qui est ici, on va retrouver l'agora, dont vous avez ici une vue. Une agora avec une grande citerne centrale, j'y reviendrai un instant, et puis un certain nombre de bâtiments publics, temples, prytanée, qui est situé au sommet de cet escalier, et qui représente le cœur des institutions crétoises d'époque archaïque et classique. Alors, c'est évidemment, vous le voyez sur cette photo, un site extrêmement exigeant du point de vue de la déclivité du terrain, qui nécessite une adaptation très rigoureuse à cette déclivité, notamment par tout un système de terrasses qui sont très souvent encore très bien conservées, et je dirais que plus la pente est forte, plus le site est bien conservé. Donc il y a eu vraiment une rigueur dans le travail du bâti très importante. Des murs de terrasse qui permettent également un certain nombre de passages d'une terrasse à l'autre. Et cet escarpement du site et les variations du relief ont conduit à l'expansion de la ville sur environ 60 hectares. Si on prend vraiment très large, environ 60 hectares, avec un réseau viaire complexe utilisant des terrasses et des moments de passage entre les différentes courbes de niveau. Autre adaptation évidemment au terrain, on utilise exclusivement un calcaire local, très difficile à travailler, c'est un calcaire coquillé, plein de fissures, lapiers, etc. Donc on utilise essentiellement en très grands modules. C'est ce qui a conduit d'ailleurs Arthur Evans à d'abord identifier la ville comme une ville mycénienne, ce qui était une erreur. Et on l'utilise surtout, on a appelé Lato une ville construite en polygonale rustique. En réalité, ce sont des blocs qui sont dégrossis, on essaie de suivre les diaclases, etc. Et il est très rare d'avoir de l'appareil rectangulaire, à l'image de ce que vous avez ici. Donc on s'adapte dans les modes de construction, dans le matériau local. Nous n'avons identifié aucun matériau d'importation et certainement pas du marbre, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas, et alors même que le marbre est très à la mode dans des cités plus florissantes encore que ce gros bourg agricole. Alors on optimise bien sûr aussi l'espace pour les maisons, et là aussi on conserve des traditions constructives extrêmement importantes, puisque les maisons de Lato, qu'on soit au 7e siècle, au 5e ou au 3e, on les construira toujours de la même manière, c'est-à-dire correspondant à l'espace d'une terrasse, ou un peu moins, c'est-à-dire des maisons de plan généralement barlon, avec des pièces en enfilade, comme on l'observe ailleurs dans le monde grec à l'époque archaïque. Mais comme on le voit, les Lassiens ne céderont jamais à la mode hellénistique de la maison à péristyle, qui, elle, aurait nécessité des travaux de remblai absolument gigantesques. Donc on construit toujours de la même manière. Vous avez ici des vues de vestiges de maisons, et entre les maisons, exploitant la pente, on peut trouver des systèmes de ruelles. En tout cas, on garde ici, dans ce système de maison, à la fois l'autonomie de la cellule domestique et familiale et la création d'un réseau communautaire unitaire qui permet d'assurer la sécurité de tout le monde. Enfin, dernier point, je terminerai là-dessus, je vous ai dit tout à l'heure que Lato était une ville sans source, mais elle est aussi réputée dans les textes anciens comme une ville, comme la ville aux 1000 citernes,
Et on disait même que dans la 1001e citerne, on trouverait la représentation d'une laie en or accompagnée de ses petits. On n'a pas trouvé la 1001e citerne. Pas encore. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'évidemment la citerne, c'est la manière de capturer de l'eau quand il pleut et de drainer les eaux de pluie dans un grand réservoir étanche qui permet donc de l'utiliser tout au long de l'année. C'est pas la meilleure eau pour les Grecs, hein, c'est l'eau de source, mais enfin, nécessité fait loi. Et ces citernes, on retrouve des grandes citernes à l'échelle des quartiers. Donc au centre des quartiers, on retrouve à chaque fois une grande citerne à l'image de celle de l'Agora que vous avez ici, ou de celle-ci, dans un grand quartier d'habitation. Mais on trouve également des citernes dans chacune des maisons, quasiment. Vous avez des petits réservoirs attenant à chacune des maisons, à l'avant, qu'on peut éventuellement partager entre deux maisons, ce qui la permet, encore une fois, de conserver à la fois l'autonomie de la cellule familiale, mais aussi la solidarité de la communauté tout entière. Donc comme on le voit, le choix du site de Latho n'a pas été dû au hasard et témoigne de l'existence d'une communauté forte, d'un pouvoir politique centralisé qui a veillé à la bonne implantation de l'ensemble de la ville, d'une communauté aussi qui sait observer son environnement et s'y conformer en optimisant la ressource et en garantissant sa pérennité. Je vous remercie. Alors, je tiens à remercier pour ces présentations qui sont passionnantes. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut tenir le temps quand même. Donc pour les derniers, je vais leur demander de bien tenir le temps, ce qui n'est pas facile. Alors on va passer la parole maintenant à Jeanne Lafont, qui en fait travaille sur la ville de Madrid, qui pendant longtemps en fait a tourné le dos à ces nombreux ruisseaux et qui de nos jours en fait a tendance à réfléchir face aux problèmes d'îlots de chaleur, entre autres, à essayer de les retrouver. Et sans plus tarder, je lui passe la parole. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Jeanne Lafont, je suis paysagiste, artiste et docteur en aménagement de l'espace. Je représente ici la Casa de Velasquez. Je vais présenter rapidement cette institution avant de vous parler des ruisseaux de Madrid. Donc la Casa de Velasquez est une institution basée à Madrid qui accueille deux entités. C'est sans doute son originalité, c'est qu'elle accueille donc l'EHEHI, qui est l'école des hautes études hispaniques et ibériques, qui reçoit chaque année des chercheurs en sciences humaines et sociales qui s'intéressent au territoire de la péninsule ibérique et au territoire latino-américain. Et la Casa de Velasquez accueille également la FM, qui est l'Académie de France à Madrid, qui elle accueille chaque année des artistes pour des résidences d'une année ou des résidences plus courtes en partenariat avec d'autres institutions. Donc personnellement, je suis artiste en résidence à la Casa de Velasquez, mais c'est sur la sollicitation de Gladys Bernard, qui est directrice des études à l'EHEHI, que je suis présente ici à cette table ronde. Donc je vous propose de faire un bond dans l'espace pour rejoindre l'Espagne, un bond dans le temps pour nous rapprocher de la période contemporaine et envisager le futur, et poser un regard rétroprospectif sur des ruisseaux enfouis de Madrid. Donc la ville de Madrid, elle est située sur les contreforts de la Sierra de Guadarrama, donc ces hautes montagnes qui sont situées au centre de l'Espagne. Cette situation fait de la région de Madrid une région qui, comparativement au reste de l'Espagne, est très riche en eau. En fait, la ville de Madrid se situe sur la nappe phréatique la plus importante d'Espagne. Donc elle est également située dans le bassin versant du Tage, donc ce fleuve qui traverse le sud de l'Espagne et qui rejoint la mer au Portugal à Lisbonne. Donc le Tage, c'est un fleuve qui cristallise de très nombreux conflits liés à la ressource en eau, non seulement entre l'Espagne et le Portugal, mais aussi énormément entre les différentes régions espagnoles du sud de l'Espagne. Donc la ville de Madrid est située sur ce bassin versant, avec en particulier donc, le Rio Manzanares, donc la rivière du Manzanares qui traverse le centre de Madrid. Donc vous avez ici des cartes représentant le bassin versant. Donc la carte de gauche représente le bassin versant du Manzanares tel qu'il était avant l'expansion de la ville. Vous avez la petite tache rouge qui représente l'implantation de la ville de Madrid au IXe siècle.
La carte de droite représente l'état de ce bassin versant aujourd'hui, avec, on peut le voir, la disparition de très nombreux affluents du Manzanares. Donc ceux qui persistent sont soit ceux qui sont situés en périphérie de la ville, ou soit ceux qui sont situés sur d'anciens domaines royaux qui ont donc été préservés de l'urbanisation. Alors sur l'ensemble de ces ruisseaux disparus, seuls 3 ont disparu avant les années 50. Donc, quand j'ai disparu, en fait, ils existent toujours, mais ils sont busés sous le sol. Et l'essentiel donc de ces ruisseaux a disparu dans la période qui a succédé à la guerre civile espagnole, où la ville de Madrid a connu une expansion très importante, notamment liée à l'exode rural et une forte pression démographique. Donc ici, vous avez un des ruisseaux préservés de Madrid, qui est situé dans les anciennes chasses royales, à Casa de Campo. Je trouve cette image intéressante parce que souvent, j'ai entendu dire que finalement, ces ruisseaux n'étaient que des ruisseaux, donc de faible quantité d'eau, de faible flux. Or bien sûr, je pense que c'est justement cette manière de considérer des cours d'eau comme des quantités d'eau et des flux qui conduit à leur disparition, puisqu'un ruisseau, en réalité, c'est bien plus que ça. C'est tout un système, c'est un réseau, donc ça fonctionne avec différents paramètres tels que les écosystèmes, les milieux humides qu'ils abritent, on peut le voir sur cette photo. On peut le voir également sur cette vue aérienne où on voit un ancien ruisseau donc, qui s'écoulait au bas de la Casa de Velázquez et donc on peut voir toute l'épaisseur formée par la piscine autour du ruisseau. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que ces éléments aussi rendent un certain nombre de services écosystémiques et notamment des effets climatiseurs sur l'ensemble du territoire. Donc on est ici à Madrid en zone aride et je rappelle que 75% du territoire espagnol est menacé de désertification à des degrés bien sûr plus ou moins importants. Alors ces milieux humides, c'est aussi la possibilité de relations avec la nappe phréatique. Il y a des échanges entre ces réseaux de ruisseaux et la nappe, donc entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Donc un bon fonctionnement hydrologique général permet aussi donc, un bon fonctionnement des cycles de l'eau, des cycles locaux de l'eau. Donc vous connaissez tous bien sûr le cycle local de l'eau, on a tous appris ça à l'école, mais qu'on sait parfois moins, c'est qu'une bonne partie de ce cycle de l'eau se fait à un niveau très local. Donc on parle du cycle local de l'eau. Donc une grande partie des précipitations qui ont lieu sur un territoire viennent de l'eau qui est déjà contenue sur ce territoire à l'origine. Donc un bon fonctionnement local d'un cycle de l'eau avec une rétention au maximum des eaux sur un territoire donné et fait partie donc, des enjeux essentiels qu'on rencontre aujourd'hui face au changement climatique. Donc un bon fonctionnement de ces réseaux hydrographiques permet également de retenir les eaux dans les bassins versants. Un autre aspect qui me paraît aussi très important dans ce réseau de ruisseaux, c'est son aspect donc, très ramifié. On voit bien donc, sur cette carte qu'il recouvre une grande partie du territoire, qui se ramifie sur l'ensemble du territoire de la ville de Madrid, donc il dessert ainsi de nombreux quartiers. Donc outre des aspects climatiques, des aspects hydrologiques, il s'agit aussi, par la perte de ce réseau de ruisseaux, d'une perte d'expérience de nature. Or, comme le dit Robert Pyle, cette perte en fait, de nature au niveau local dans des milieux urbanisés est aussi l'une des causes en fait, de la crise écologique que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que lui l'appelle, cette perte de contact au quotidien avec la nature, extinction de l'expérience, une extinction finalement au quotidien, de simple contact quotidien avec la nature sauvage qui nous rend de moins en moins sensibles à la destruction, à la perte de l'environnement. C'est-à-dire qu'il considère, comme d'autres chercheurs, d'autres écologues, que la science actuelle peine à nous rendre sensibles aux enjeux écologiques parce que c'est une science qui s'adresse principalement à notre intellect, à notre mental et pas à notre expérience quotidienne. Donc ces ruisseaux ont aussi un rôle dans des milieux très urbanisés. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui 80% des Espagnols comme 80% des Français vivent en milieu urbanisé, donc dans des milieux où nous avons finalement
très peu d'expérience de nature ou sinon de nature très artificialisée. Donc je me suis interrogée sur les potentiels de restauration de ce réseau hydrographique pour en faire une trame climatique et écologique pour la ville de Madrid. Donc pour cela, je suis allée voir ce qui se passait en surface de ces ruisseaux, donc qui existent toujours sous le sol. Donc d'abord, les ruisseaux qui existent encore, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont essentiellement situés sur d'anciens domaines royaux, ou bien sinon ce sont des ruisseaux situés en périphérie. Mais déjà, ce qui est intéressant pour ces ruisseaux-là, c'est qu'on se rend assez vite compte qu'ils ne sont pas du tout mis en valeur, que généralement la ville leur tourne le dos, et que même dans ces anciennes chasses royales, la Casa de Campo, qui sont ici entourées en noir, il n'y a pas de valorisation spécifique de ces ruisseaux, donc finalement ça peut les rendre aussi assez vulnérables à des transformations. Ensuite, vous avez en bleu donc les ruisseaux qui sont couverts par des zones bâties, par des constructions. Donc ici, ça semblerait extrêmement difficile de pouvoir envisager des restaurations de ce réseau. Ensuite, en jaune, vous retrouvez les ruisseaux qui sont couverts actuellement par des parcs. Alors, il y a des parcs sur ces zones-là pour différentes raisons. La première, c'est pour des raisons topographiques. Donc, on va se situer sur des zones avec une topographie qui présente de fortes pentes, donc une difficulté à urbaniser. Donc, c'est pour ça que voilà, ces espaces, en fait, ces résidus d'urbanisation étaient transformés en parcs. En général, du point de vue des ruisseaux, on se trouve plutôt au niveau des sources, donc des sources qui d'ailleurs parfois étaient considérées autrefois comme ayant des vertus thérapeutiques ou magiques. Et puis une autre partie de ces parcs sont présents grâce à des mobilisations citoyennes qu'il y a pu avoir à partir de la fin des années 70, la fin du régime franquiste, où finalement des populations vivant dans des quartiers extrêmement denses, dans des zones de la ville extrêmement denses, se sont mobilisées pour préserver des territoires auxquels ils étaient attachés, pour préserver parfois même ces ruisseaux. Donc là on peut le voir ici dans le quartier de La Vaguada avec le mouvement La Vaguada es nuestra, c'est-à-dire La Vaguada est à nous. On le voit aussi ici dans le quartier de Luche, donc au sud-ouest de Madrid. Alors dans ces deux cas, et comme c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres parcs à Madrid, les habitants ont obtenu la création de parcs, mais bien souvent, même en fait à chaque fois, le ruisseau a quand même été busé. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même enterré le ruisseau et qu'on a recréé par-dessus des bassins artificiels, voire des réseaux, des ruisseaux artificiels branchés sur le réseau d'eau de la ville. Alors plus étonnant encore, parce qu'on pourrait se dire voilà, qu'à notre époque les pratiques ont changé, mais on voit que dans les pratiques actuelles d'urbanisme, dans les grands plans, on appelle ça les planos de actuación urbanística, dans les périphéries de villes, eh bien on a d'immenses quartiers qui sont construits et sur lesquels, donc là c'est un quartier qui s'appelle Arroyo del Freno, c'est-à-dire ruisseau du frêne, sur lequel eh bien, on va encore une fois buser le ruisseau et placer, c'est la bande verte que vous voyez au milieu du plan masse, et puis là où on voit un peu d'herbe verte, un peu de gazon vert, mais en fait le ruisseau passe en dessous, il est busé, et on recrée un espace vert par-dessus. Alors, bien que voilà, ces situations soient assez paradoxales, elles offrent quand même de bonnes opportunités de restauration des réseaux, ce qui n'est pas c'est sans doute les situations les moins complexes pour permettre une exhumation de ces réseaux de ruisseaux, et en requalifiant simplement ces parcs avec des parcs qui intègrent des zones humides et un traitement plus naturel finalement de ces espaces de nature. Pour terminer, donc il y a aussi, vous voyez ici sur la carte en rose, de grands linéaires qui sont couverts par des infrastructures de transport. Donc évidemment, la topographie qui accompagne ces ruisseaux, ces vallées, offre des pentes douces qui permettent la création plus facile donc, de routes, d'infrastructures de transport. Donc vous avez celle qui est située vraiment au centre, qui est en fait l'Avenida de la Castellana, donc, qui a été donc, une avenue historique de Madrid, qui permet d'ailleurs d'accéder au fameux musée du Prado.
Vous avez une peinture, en fait, une représentation en bas à gauche. On voit encore le ruisseau qui passait autrefois en dessous. Donc dans cette situation, voilà, dans cette avenue historique, il semblerait évidemment très difficile d'envisager des réouvertures. Cependant, c'est sur le ruisseau, donc tout à l'est, sur cette carte, donc ce grand linéaire rose qui est l'affluent principal du Manzanares, qu'on pourrait probablement voir les potentiels les plus importants de réouverture. Donc il s'agit de l'Arroyo Abronigal, le ruisseau Abronigal. Vous voyez ici une image d'archive lors d'inondations en 1966. Donc on parle de ruisseau, mais c'est parfois quand même de petites rivières. Et donc cet Arroyo Abronigal, il a été recouvert dans les années 70 par une large autoroute urbaine, le premier anneau périphérique de Madrid, qui est sur tout le tronçon où il recouvre l'Abronigal, couvert par une autoroute en 2 fois 8 voies, qui est doublée donc, de part et d'autre par d'autres boulevards de 2 fois 4 voies, et également un petit peu plus loin par la M40, qui est voilà, le second anneau périphérique de Madrid. Alors, c'est aussi, en fait, par sa largeur et par sa situation dans le tissu urbain de Madrid, une véritable fracture socio-économique entre le centre-ville et des zones périphériques. C'est aussi un tronçon de cette M30 qui est situé en plein cœur de l'îlot de chaleur urbain de Madrid. Donc, on pourrait tout à fait envisager, c'est d'ailleurs proposé par Antonio Giraldo, un urbaniste et géographe madrilène, on pourrait tout à fait envisager la transformation de ce tronçon de la M30 en grand parc urbain de 10 km de long, 80 mètres de large, qui permettrait à la fois de faire une suture de la ville, le tissu urbain, mais aussi de réouvrir cet Abronigal et voilà, de contribuer à la diminution de cet îlot de chaleur urbain. Je vous remercie pour votre attention. Alors je ne sais pas si Benoît tu présentes ici. Alors en attendant les réglages, donc, je vais vous présenter Benoît Jallet, qui est chercheur à l'école française d'Extrême-Orient à Kyoto, et qui va donc nous parler en fait des maisons de ville, des machinas, qui se sont formées au cours des siècles, et comment justement elles reflètent une certaine acclimatation aux spécificités entre autres de la ville de Kyoto, qui est souvent très chaude l'été et un peu plus froide l'hiver du climat. Merci Yann. J'enseigne aussi à l'école d'architecture de Paris-la-Villette avec Yann Husseau, mais je suis principalement à Kyoto depuis 24 ans. Donc là, on va faire un petit bond dans l'espace. Je suis donc architecte, je vais parler de choses un petit peu différentes. En 10 minutes, je vais essayer de parler de 1000 ans d'histoire. C'est pas comme mes collègues l'ont fait aussi, hein, donc c'est pas une prouesse. Alors, excusez-moi, voilà. Si l'on remonte à la préhistoire et à l'origine de l'architecture, le premier exemple, c'est la cabane, faite de matériaux facilement disponibles dans la nature, des branches d'arbres, de la terre et une couverture de roseaux. C'est la cabane primitive dont parlait Vitruvius au 1er siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, au Japon, on vivait dans ces maisons. Donc un habitat semi-enterré de plans circulaires. Pour le construire, on commence par dresser 4 poteaux, puis on réalise une sorte de tipi pour poser la couverture de roseaux avec une pente qui permet l'écoulement des eaux. Alors ça, c'est un schéma qu'on pourrait
schéma simple qu'on pourrait montrer aux enfants pour enseigner ce que c'est que l'habitat bioclimatique avant l'heure. La toiture protège la maison comme un long manteau qui descend jusqu'aux pieds. L'épaisseur du chaume permet d'isoler, tout en gardant la chaleur du feu et aussi de ventiler. Et la triangulation de la toiture permet aussi de servir de cheminée. On voit également qu'à partir d'1 mètre de profondeur, on bénéficie de la géothermie. C'est la température idéale pour hiberner, comme les animaux, et pour conserver les aliments. Alors justement, la conservation des aliments et la protection des richesses agricoles va entraîner la création de communautés agraires et de villages, mais l'urbanisme se développe plus tard, vers le 7e siècle, avec la diffusion des civilisations venues du continent asiatique. C'est à partir de la fin du 8e siècle que l'empereur Kano décide de créer une ultime ville planifiée, la capitale administrative du pays qui deviendra Kyoto. L'empereur et sa cour doivent être situés au centre d'un univers cosmique, ça défie tout seul, pardon, d'un univers cosmique qui relie la Terre au ciel. Le site est choisi pour sa topographie idéale, selon les critères de la topomancie chinoise. Il est en forme de fer à cheval, protégé par une chaîne de 3 montagnes au nord, à l'est et à l'ouest, avec une ouverture vers le sud pour l'écoulement des eaux de rivière. La disposition du terrain correspond à des principes environnementaux et divinatoires pour respecter ce qu'on appelle le vent et l'eau, c'est-à-dire le feng shui en chinois, fu shui en japonais, les 5 éléments, bois, feu, terre, métal et eau, ainsi que la voie du yin et du yang, et la convenance aux 4 divinités qui gardent les points cardinaux de la ville. Le plan est carré comme la terre, paraît-il, à cette époque. La capitale est posée sur un paysage naturel composé de montagnes et d'eau, entouré par les rivières. 2 rivières principales, Kamogawa et Katsuagawa. La ville est divisée en 9 avenues. Le palais impérial se situe au nord, entre la première et la seconde avenue. Le sud est divisé en 2 capitales, à gauche et à droite. Alors, le plan était monumental et un peu trop ambitieux. Au Moyen-Âge, seule la partie est, plus amène, est habitée. Et la forme de la ville va évoluer au cours des siècles, aussi en raison des conflits, des incendies. La ville haute est habitée par l'élite aristocratique, tandis que le peuple vit et travaille dans la ville basse. Alors, regardons maintenant un petit peu plus dans le détail de l'architecture. J'habite à Kyoto depuis un quart de siècle et j'ai décidé d'étudier cette architecture car je la vois tous les jours disparaître. Donc avec quelques collègues, on a décidé de documenter ces constructions qui ne sont pas protégées. Il faut savoir qu'au cours du XXe siècle, je vais vous montrer plusieurs plans modernes. Au cours du XXe siècle, les 3/4 de la cité ancienne de Kyoto ont été détruits. Donc là, on est en 1927, 1948, 1961, 74, 2000. Voilà. Alors, avant la guerre, la ville était comme ça. Maintenant, elle est comme ça. Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'habitat populaire est absent des manuels d'histoire de l'architecture japonaise, mais l'histoire de l'art nous permet de la retracer. Alors, ce que vous voyez défiler ici, ce sont des maisons, il en reste encore 40 000, c'est pas rien, mais il y en a à peu près 2 ou 3 qui disparaissent tous les ans, tous les jours, 1000 par an.
Alors, les premières maisons de ce qu'on appelle les maisons de marché, machia, les premières représentations apparaissent sur les peintures de paysages urbains. Ici, on voit dans les rouleaux peints du calendrier annuel des célébrations que les machia sont des maisons en bande construites avec des matériaux légers. Ce sont en fait des échoppes ou des entrepôts. Les toitures sont recouvertes de bardeaux de bois, de chaume ou de bambou, lestés avec des rondins et des pierres. Les murs sont faits de planches de bois recouvertes de bambou ou même de paille tressée. Ouais, la notion de confort était très relative. Les machia médiévales sont également dépeintes dans les peintures de la vie du moine itinérant Ippen. Là, on le voit sur le marché de la 4e avenue, Shijo. Sur les quais de la rivière, il y avait une place marquée par un portique Shinto. Sur cet espace ouvert, que l'on appelait le jardin du sanctuaire, les échoppes avaient une devanture, un étal, appelé étagère d'exposition, Misedana, délimitée par 4 poteaux. Donc c'est cette maison que l'on voit ici. Le Missé, cet espace que l'on montre, va ensuite être intégré à des maisons plus grandes, comme on le voit dans les vues de la ville et de ses faubourgs à la fin du XVIe siècle. Progressivement, les maisons sont couvertes de tuiles, plus résistantes à l'eau et au feu, et les murs en bois sont enduits de torchis de terre crue. Alors pour conclure, je vous propose d'ouvrir quelques pages du livre que je suis en train de préparer. Ce que nous cherchons à définir cette architecture par ses pratiques, ses acteurs, sa spatialité et ses matériaux. Une machia fait environ 5 mètres de large et 15, 20, 25 mètres de long, en fonction du nombre de bâtiments. Donc il y a une maison mère, une maison détachée et un grenier au fond du jardin. Les seules pierres que l'on y trouve sont posées sur la terre. Elles servent de fondation aux poteaux en bois. Toute la charpente est faite de bois, avec des assemblages sans clous. La couverture est faite de tuiles en terre cuite. Voilà. C'est exemple aussi de rénovation. Et les murs, donc on retrouve la terre, non, ça suffit tout seul. Les murs sont faits d'un latis de bambou recouvert de couches de torchis. Alors l'espace le plus impressionnant, c'est celui du ce qu'on appelle le passage jardin. C'est un espace servant qui dessert les différentes pièces de la maison, d'un côté, et de l'autre côté, c'est là où se trouve la cuisine. Alors tous les éléments naturels sont représentés dans ce grand volume. La terre du sol en terre battue et des murs en torchis, le bois des poteaux qui sont de hauts troncs d'arbres, l'air qui circule depuis l'entrée jusqu'au jardin et qui permet l'évacuation de la fumée des fourneaux de la cuisine, et l'eau que l'on va puiser dans le puits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces machias avaient un puits, mais depuis les années 90, en raison de la pollution des sols, on n'a plus le droit d'utiliser l'eau des pluies. Alors, je vais finir juste sur cette image pour vous montrer que, alors, on a parlé en Égypte des régions où il y a 5 mm d'eau par an. Hier, à Kyoto, il est tombé 5 mm. Donc on n'est pas du tout dans la même production et la même consommation d'eau. Les magasins, par exemple, arrosent la chaussée tous les matins. Donc c'est pas forcément une bonne pratique, mais ça montre qu'on n'est pas du tout dans le même rapport. Voilà, je vais arrêter sur cette image. Ça fait 11 minutes que je parle. Merci.